D'abord, je voudrais vous remercier tous de m'avoir invité. C'est un grand honneur que vous me faites et je ne suis pas sûr de le mériter. Parce que tout ça remonte à si loin et ça a duré finalement relativement peu de temps. L'histoire de Froggy Software elle a été assez courte, mais en même temps elle a été très intense. Donc aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir la retracer avec vous. Auprès de vous, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions à poser. Je vais faire un petit peu différent de ce qu'a fait Pierre. Moi, je vais plutôt raconter quel était le contexte à l'époque, qui je suis, d'où je viens, où je vais et comment ça se passait, et pourquoi on en est arrivé à créer la société Froggy Software avec un collègue que certains connaissent. Ça me fait plaisir de voir que dans la salle, il y en a au moins deux de ma génération. Parce que la dernière fois que j'ai parlé, j'étais vraiment plus vieux. Donc je vois que les années passent à une vitesse, mais comme on disait, notre état d'esprit, je crois, n'a pas changé. Froggy Software, comme vous pouvez le voir, le petit dessin a été réalisé à l'époque par Jean-Michel Ucciani. Ucciani qui est toujours dessinateur et à qui on a demandé de travailler, j'en parlerai tout à l'heure assez rapidement. Il est dessinateur professionnel. Il habite Marseille. Et il a publié sur Facebook, pas plus tard qu'hier, son premier dessin qu'il avait fait quand il avait 5 ans. Et ce qui était très amusant, donc ceux qui sont sur Facebook, vous tapez Ucciani et vous allez voir qu'il s'intéressait déjà. Alors lui, il s'intéressait aux voitures, aux pompes pour recharger les voitures, et maintenant il marche plutôt au rosé de Bandol, mais c'est un garçon très très sympathique et avec qui on s'amusait beaucoup, on a beaucoup ri. Voilà, alors allons-y. Moi, je suis né en 1952, ce qui correspond à l'époque de ce qu'on a appelé le baby boom. J'aime bien cette photo parce qu'elle est assez représentative de ce que ça évoque assez le baby boom. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En voyant tout ce tas de bébés. Et puis ça, c'est une photo, je pense, de Cartier-Bresson. Douaneau, voilà. Et je ressemblais vraiment à ça, quoi. Quand j'allais chercher le pain, qu'on m'obligeait à mettre des culottes courtes, ce que je détestais. C'était comme ça démarrait dans les années 50, ce qui est très loin. Est-ce qu'il y a combien d'entre vous sont nés dans les années 50, levez le bras? Ou avant? 2. Après, dans les années 60 ou avant? Ah oui, quand même, hein. 70 et 80? Ouais. T'as oublié les années 30. Bon, d'accord. Je voulais être sympa avec toi, Pierre, enfin, puisque tu es maso. Alors ça, c'était mes premiers jouets. Donc, ce genre de jeux, on ne les voit plus beaucoup. Par contre, on les voit au plus. Ça, c'était le Scalextrix. C'est pas que ça parle. Alors ça m'éclatait complètement. Il y avait des petits robots. Alors celui-là, c'est un reproduction. Par contre, Caroline, que voilà, ma compagne, est une collectionneuse des robots. Donc quand des gens viennent à la maison, on a une collection de robots des années 60 absolument extraordinaire. Et puisque je parle d'elle, j'en profite pour dire qu'elle est aussi sculptrice, qu'elle fait des robots qui sont exposés en ce moment à Mirande, à la halle de Mirande, c'est juste à côté. Donc si vous ne savez pas quoi faire de moi, vous pouvez faire un petit saut pour aller voir son exposition. Bravo Caroline. Bon, je sais qu'elle n'est pas contente, je vais me faire tirer les cheveux ce soir en rentrant. Donc, je vis actuellement dans le Gers. Voilà, c'est joli. Et le Gers, on s'y est installé en 1998. En fait, j'y suis arrivé, mes parents ils sont arrivés en 1979, ils ont acheté une maison à Pangers. Et depuis 1979, on est venu ici. Et alors c'était assez sympa parce que plus tard, quand je suis allé aux États-Unis et j'ai vu comment vivaient la plupart des développeurs, tu te rappelles bien quand on y allait, tu te rappelles Brieux quand on y allait, ils n'habitaient pas forcément à San Francisco même, mais souvent dans la banlieue de San Francisco, et dans des baraques qui étaient en pleine campagne, et ils vivaient d'une façon ultra moderne, mais en pleine campagne. Et ça, je me disais, ça doit être sympa de pouvoir faire ça en France. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'y être à peu près arrivé. Avec Caroline, nous éditons un magazine depuis une dizaine d'années qui s'appelle Le Canard Gascon. Et alors, il y a des gens du Gers ici, ou vous venez tous d'ailleurs? Donc, ceux qui sont en Gers doivent le connaître, je suppose. Et puis pour les autres, ils ne le connaissent pas parce que notre réputation n'a pas dépassé les limites du quartier République, mais on est quand même assez connu sur la région. On a à peu près aujourd'hui 50 000 lecteurs avec le Canard Gascon, ce qui est assez sympathique. Donc on va fêter des ans. J'ai aussi le plaisir, depuis que je suis arrivé, depuis 2009, j'écris des romans policiers, ce qui vous montre que
à l'époque, on faisait des jeux, mais l'esprit est quand même resté le même, parce que les romans policiers sont à peu près aussi déconnants que les jeux qu'on faisait à l'époque de Froggy Software. Vous avez qu'à voir les titres. Du Réfifi dans la garbure, Patafiole en Armagnac. Alors le mot patafiole, ça vient de l'expression que le diable te patafiole, que le diable t'emporte. Les trois moustiquaires, généralement quand on lit trop vite, on voit les trois mousquetaires. Et c'est les trois moustiquaires à la pompe Afrique, Pruneau à l'Armagnac, il y en a d'autres encore. Valsé Macho, Val de Bécasse sur Las Vegas, avec des souvenirs des voyages qu'on faisait aux États-Unis, donc je me suis un petit peu inspiré de ça quand on allait aux Apple Expo. Ça part pas d'Apple, mais voilà, c'est des polars qui se passent dans la région. Vodka à Armagnac, le dernier qui vient de paraître il y a 15 jours, qui s'appelle Voté Gascon. Voilà. C'est pour vous situer le personnage un peu et montrer que l'état d'esprit n'a pas fondamentalement changé depuis cette époque-là. J'ai aussi le plaisir d'écrire des pièces de théâtre et de travailler avec tout un tas de gens qui vivent ici dans la région. Donc on fait régulièrement des spectacles. Les pièces de théâtre, j'en ai fait 6. Elles ont toutes, la 6e va être jouée à la fin de l'année. Toutes les autres ont été jouées, en particulier à la Tour de Terne, qui est un château absolument magnifique. Si vous n'avez pas l'occasion si vous ne connaissez pas, si vous avez l'occasion de revenir pour les vacances l'été prochain, venez visiter ce château de la Tour de Terne. C'est bien de parler de Froggy Software à faire la promotion du département aussi. Voilà. Alors ça c'est très sympa, ça vous montre qu'on peut avoir une vie après l'ordinateur et avec l'ordinateur qui est aussi très agréable, qui m'a mené jusque-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait des études de littérature et de psychologie. Ah oui, il y a marqué 1 de psychologie, parce que en fait, cette conférence, on m'avait demandé de la faire devant un parterre international au mois de novembre dernier. Je vous raconte l'histoire, ça va aller vite. Il y a un universitaire qui s'appelle Sébastien Genevaux, qui travaille à l'université de Metz. Ils sont en train de faire des thèses sur les jeux d'expression. Il m'a dit, mais vous avez fait des jeux Froggy Software dans les années 80, et donc est-ce que vous voulez venir faire une conférence pour raconter l'histoire? Seulement, il faut la faire en anglais. Donc j'ai parlé en anglais pendant 1 heure, c'était assez sympa de voir un parterre qui venait du monde entier. Donc ce qui prouve qu'il y a quand même un intérêt même universitaire sur cette histoire qui remonte à il y a 35 ans. C'est très étonnant parce que quand on l'avait fait, enfin, je veux dire, moi ce qui m'étonne le plus toujours, c'est que la micro-informatique, c'est un des domaines qui génère cette préhistoire le plus rapidement possible. Il n'y a pas beaucoup de domaines comme ça. C'est vrai, quand on pense aux ordinateurs, alors surtout au début, quand on est passé de l'Apple II à l'Apple III au Mac, etc., tous les mois, il y avait un nouveau PC ou une nouvelle machine qui sortait et qui rendait la précédente obsolète. Aujourd'hui, les capacités, ça continue à doubler. Je crois que ça s'appelle, c'est la loi de Moore, je crois. Et ça ne s'arrête pas, hein, ça continue à se vérifier, c'est étonnant. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a en informatique, les Apple, les machins, tout ça, ben, d'ici 2-3 ans, ça sera complètement démodé. Hein. Donc c'est très étonnant de se retrouver pachyderme ou dinosaure à une vitesse grand V. Le contexte culturel et politique, avant Froggy Software, moi je suis quelqu'un de la génération des 68, j'avais 16 ans en mai 68 à Paris, donc à cette époque-là, on était tous dehors, c'était l'occasion de foutre le camp du lycée, donc on allait dans les rues, on allait manifester, il est interdit d'interdire. C'était vraiment de notre état d'esprit de dire il faut changer la société, parce que quelle était la société à cette époque-là? Elle était très coincée, les écoles séparaient encore les garçons et les filles, les femmes n'avaient pas le droit d'aller travailler avec des pantalons. Alors, beaucoup de vous, mesdames, n'ont pas connu ça, mais c'était comme ça. Jusqu'en 1976, une femme qui voulait ouvrir son contreband, il fallait qu'elle ait l'autorisation de son mari. Donc la société était vraiment très très coincée, quoi. Alors est-ce qu'elle est beaucoup plus libre aujourd'hui? Ça c'est un débat qu'on pourra avoir. Et sur le plan des mœurs, ça a quand même pas mal évolué. J'ai mis là. Ah oui. On avait des penseurs, on avait des repères idéologiques. Je pense à Jean-Paul Sartre, évidemment, puisqu'il a été à l'origine de la création d'un journal comme Libé. Et c'était quand même agréable quand on entendait parler de ces gens-là, parce que il donnait des directions, il donnait des analyses. Effectivement, ça critiquait beaucoup l'impérialisme américain d'un côté, et puis le stalinisme aussi de l'autre, parce que on était encore en pleine époque stalinienne. L'idéologie était très très prégnante. Elle l'est beaucoup moins aujourd'hui.
Mais, fort heureusement, on a encore de très grands penseurs, comme Bernard-Henri Lévy, donc tout va bien. On peut encore espérer. C'est rigolo de parler de la télévision parce que, pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. Ça, c'est le père qui est moins connu que le fils maintenant, donc Georges de Caunes, si ça vous dit quelque chose, je vais te finir par mettre en indiquer dans le film. Et l'apparition de la télécouleur, alors, est-ce que vous savez en quelle année la télécouleur est apparue? 67 hein? 67 ans. Non, plus tôt. Ah, je t'ai pas dit. Après, on n'est pas seul. Ouais, c'était en 67. C'était en Les Américains avaient de la couleur dans les années 50. Voilà, en fait, elle est apparue le 1er octobre 1967 à 14h15. Enfin, c'est quand même fou de penser qu'il n'y a pas si loin, on avait la télé en noir et blanc, une seule chaîne, et que la couleur est arrivée que très très tard. Et pour l'informatique, ça a été la même chose. Avant d'avoir un Macintosh en couleur, parce que l'Apple II a été en couleur rapidement, mais le Mac, lui, il est resté longtemps en noir et blanc. Et j'étais journaliste à l'époque, et qu'est-ce qu'on avait râlé chez Apple en disant, alors quand est-ce que ça vient, le fameux écran couleur qu'on attendait, et qui venait toujours pas. Ça a été une période quand même vraiment très très sympa, parce qu'elle était très très créative. Pierre, toi qui t'intéresses à la création, quand on voit sur le plan musical, les Beatles, les Stones, Velvet Underground, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Alors bon, est-ce que le fait de prendre de la dope quand ils ont pris la quantité qu'ils en ont pris a fait qu'ils étaient plus créatifs qu'on l'est peut-être maintenant, j'en sais rien, mais bon, ça a été un moment absolument extraordinaire. On a vécu une période qui était tout à fait fantastique. Woodstock, l'expérimentation des drogues. C'est vraiment un truc qui est lié à notre génération. Hein. Timothy Leary. Il faut savoir qu'à Woodstock, les drogues n'étaient pas encore interdites. Hein. Quand ils ont sorti le LSD, c'était pas interdit parce que c'était pas connu. Donc, ça fumait beaucoup, ça testait beaucoup, et il y a eu pas mal de livres, de littérature là-dessus. On avait l'impression que l'humain allait s'ouvrir sur des choses nouvelles. Parce que nous, quand on est né, enfin, notre génération, le point de mire qu'on avait, c'était l'an 2000. Pour vous, l'an 2000, il est passé maintenant, depuis un bon moment. On a tous été élevés avec l'idée que l'an 2000, c'était le futur, que dans l'an 2000, on aurait des avions qui voleraient avec des moteurs atomiques, qu'il y aurait des tapis roulants dans les rues. C'était comme ça que ça se présentait. Moi, je me prenais mon petit déjeuner avec du banania. Et derrière les boîtes de banania, pour ceux qui se rappellent, il y avait des trucs et des petits objets à découper. Alors, on pouvait se faire des avions, des voitures, des choses comme ça. Et il y avait un tapis roulant qui représentait, alors ça représentait la rue du futur, donc sur tapis roulant. J'ai vu qu'au Japon, ils ont fait ça, ils ont fait un trottoir en tapis roulant. C'est assez sympa, je vais y arriver. Alors, la libération sexuelle, vous reconnaissez ce monsieur? Oui, c'est Uderzo. Non, c'est le sénateur qui a... C'est Lucien Neuwirth. Voilà. Lucien Neuwirth, c'est lui qui, en 1969, a fait passer, si je puis dire, a fait passer la pilule contraceptive, qui a quand même été, pour les femmes, une libération absolument extraordinaire. Bon, j'avance un petit peu parce qu'il faut qu'on en arrive quand même aux ordinateurs. Je voulais dire deux mots là-dessus aussi. Ce qu'on a vécu, c'était le premier homme sur la Lune. D'ailleurs, depuis, on n'a pas tellement mis les pieds dessus. Ce qui prouve aussi que cette époque était extraordinaire, où les gens avaient vraiment envie d'aller de l'avant. L'énergie atomique, c'est pas sûr que c'est la meilleure chose, le meilleur choix qui ait été fait. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'est passé à cette époque. Et moi, en 77, une des premières choses que j'avais fait, c'était d'ouvrir une librairie de science-fiction qui s'appelait L'œil du futur, rue des Anguières, juste un joli nom, c'est là où s'est tourné le film Casque d'or, à Ménilmontant. Et donc, je vendais tous les bouquins de science-fiction, la BD, la SF, et toute la presse parallèle de l'époque, le citron hallucinogène, ce genre de choses. C'était très rigolo, c'était une période vraiment... Et c'est toi le chevelu? Ouais, c'est moi. Ça me ressemble dessus? Ça n'a pas changé, non? Ah oui, je trouve que finalement, c'est à peu près la
même chose. Derrière, si vous regardez bien, il y a des posters de Druyet, c'est pas très bien évident. Et voilà, c'était le début de Druyet. Il y a peut-être même, oui, il y a même Adèle Morset de Tardif. Ah ouais, de Tardif. Tout ça pour vous remettre encore dans le contexte de l'époque. Il y a eu une grande vague de SF à ce moment-là. La SF, et en particulier au niveau littérature, il y a eu jusqu'à 40 collections de science-fiction dans les années 70, on l'avait dénombré, il y a eu jusqu'à 40 collections de science-fiction, c'était incroyable. Bon, les plus connues, c'était surtout de Noël, Fleuve Noir, un petit peu moins intéressant, mais c'était pas mal aussi. Les Brass Rockets, les Lafont, etc. Les androïdes arrivent-ils des moutons électriques? Oui, alors, question. Donc voilà, il a répondu à la question. Et cette traduction était très mauvaise d'ailleurs. Et puis au cinéma, quand même, ça a été une grande claque de voir le 17 espace et Star Wars. Puisqu'on est à l'Apple Expo, il y a 2010. À Apple Expo, il y a Non, enfin à l'Apple Expo. Là, il y a une suite à 2011 qui s'appelle 2010. Oui, après il y a avec Schneider. Et il y a un rapport avec Apple. Et alors ce matin, j'ai vu la bande-annonce du prochain film de Spielberg, vous l'avez vu? Ça s'appelle Player. Non, c'est l'histoire d'un joueur. En fait, alors je pense que ça va vous éclater tous, parce qu'il a fait. C'est un joueur qui se retrouve sur une planète un peu désolée, et pour sauver l'humanité, il doit se plonger dans tous les anciens jeux de l'époque. Ça doit être Replay. Ils ont déjà sorti Pixel il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, non, mais là quand tu verras la bande-annonce, non, en fait, ça n'a rien à voir avec. Il faut juste en revenir à 2010, c'est au début. Voilà, c'est Ready Player One, ça s'appelle. Ready Player One, c'était ce qu'on voyait sur les jeux quand on commençait les parties, et tout à peu près pour les jeux. Et donc la bande-annonce, visuellement, elle est top, c'est un truc. Je crois que ça va sortir qu'en 2017. Excuse-moi, juste oui. 2010, au début du film, il y a Roy Schneider qui est sur la plage. Il a un Apple Bleu avec un écran à customiser. Il est en train de travailler dessus. Merci de cette précision. Bon, pour ceux qui veulent regarder juste le midi. Ouais. On arrête la keynote là, on va regarder. Non. Alors, en 77, moi j'écrivais la science-fiction aussi, donc j'ai participé à pas mal de revues de science-fiction pour écrire des petites nouvelles, Tilt pour ceux qui ont connu, pour les amateurs de l'époque. J'avais publié pas mal de nouvelles dans Tilt. J'écrivais aussi déjà sous le pseudonyme de Pépé Louis, peut-être certains ont entendu ce nom. Et puis, j'ai même fait pire que ça, puisque je faisais partie d'un groupe qui faisait du rock pornographique et qui s'appelait les Los Gonococos, qui, comme vous allez le constater, c'est un astucieux mélange entre Los Machucambos et notre copain Frédon qui soignait ses gonocoques à l'époque. Donc on a eu l'idée de créer ce groupe, Los Gonococos, donc avec des succès que je vous laisse deviner. C'était déjà Sud-Ouest. Voilà. Donc le breton, Frédon, bonne foi. Et Carali faisait une illustration. Et donc on expliquait que moi, par exemple, j'avais déjà accompagné Miles Davis à l'aéroport. C'était que des bêtises comme ça. On s'est vraiment amusé, surtout qu'à l'époque, j'habitais dans un ancien café à Ménilmontant, on répétait dans la cave. C'était des années un peu très très rigolotes. Mais elles sont toujours aussi rigolotes aujourd'hui, mais différentes. Ça a changé. Et avec Jean Bonnefoy, on avait aussi créé un groupe de musique planante, Dicotylédon. Donc Jean, il fait toujours de la musique. Je suis allé chez lui pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Alors, vous êtes amateur de vieux ordinateurs, mais si vous êtes amateur de vieux synthés, chez lui, il doit y avoir 15 mètres cubes de vieux synthés, et c'est à peine si on arrive à circuler. Donc c'est un personnage assez passionnant. Il est passionnant aussi parce qu'il a été traducteur de beaucoup de livres de science-fiction, dont je ne sais plus lesquels je vais lire. Bon, ça ne me revient plus, mais bon. Oui, il a traduit quand même les fondations. Hein, Isaac Asimov, c'est pas rien, les William Gibson, les John Barley, etc. etc. Voilà. Bon, après, le groupe Los Gonococos a éclaté, s'est séparé, malheureusement, sinon je pense qu'on aurait pu faire une carrière comme les Stones ou les Beatles. Et
J'ai vendu mon synthétiseur et avec l'argent, il y avait un magasin qui était juste à côté du boulevard Beaumarchais. Donc je suis rentré dans ce magasin, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors ça y est, on commence à y arriver quand même. Voilà, ça c'est mes synthétiseurs de l'époque. C'était quand même absolument extraordinaire. J'avais été fasciné parce qu'un copain avait acheté un Apple II, il l'avait amené à la maison. Et alors l'Apple II, il y avait un programme, ça s'appelait Moire, pour ceux qui se rappellent. C'était juste une ligne droite qui variait comme ça, et ça faisait un effet graphique et stroboscopique. Et je trouvais ça absolument magnifique. C'était extraordinaire. Puis avoir un ordinateur à la maison, on n'y pensait même pas. Un ordinateur à la maison, c'était fantastique. Voilà, donc un Apple II, mais alors qu'est-ce qu'on pouvait faire avec? Donc il y avait une disquette avec le basique, et j'ai commencé à faire mon premier programme. Je l'utilise toujours en fait. Sauf parce que ça, tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. Bon. Donc avec cet Apple II, je suis parti. Non, j'ai acheté un jeu. Alors j'ai fait comme toi, Pierre. Je suis allé chez Hillel. À cette époque-là, ils étaient boulevard Magenta. Ils avaient déménagé. Déjà. Il y avait la couleur. Mais au départ, oui. Ils étaient boulevard Magenta. Mais ils ont déménagé dans les années 80. Ouais, c'est ça. J'ai acheté ce jeu, donc le premier jeu c'était Mystery House de Ken et Roberta Williams. Je suis rentré, j'ai joué avec ça. Donc j'ai vu une espèce de maison qui se dessinait et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ça doit être facile à faire si je vais faire ça. Donc je suis parti en vacances avec mon Apple II, devinez où, dans le Gers. Et en 2 mois, j'ai écrit, en 2 mois de vacances, ça je vois dans le temps, j'ai écrit Le Vampire Fou. Donc Le Vampire Fou, alors pour le coup, en tant que jeu d'aventure, ça a été le premier jeu d'aventure en français. Et c'était bien d'avoir fait Le Vampire Fou, mais qu'est-ce que j'allais faire avec, je ne savais pas trop. Donc je suis remonté à Paris parce qu'un copain m'avait dit, chez Hillel, ils sont prêts, si tu leur donnes ton jeu, ils vont te donner du matériel en échange. Donc on cherchait à avoir des disques durs 5 mégas, parce qu'on travaillait sur disquette, c'était beaucoup trop cher les disques durs 5 mégas. Donc je suis monté chez Hillel, et là j'ai rencontré un gars qui m'a dit, mais moi je suis éditeur, édition Ciel Bleu, on importe des logiciels éducatifs du Canada, mais on n'a jamais publié de jeu, donc si vous voulez on publie votre jeu, et donc voilà. Le premier jeu d'aventure, Le Vampire Fou, est paru chez Ciel Bleu. Ça, c'était ma tête à l'époque. J'avais 30 ans. Voilà, c'est ça que j'avais que 33 ans. Et ça a marché très bien. Ça a marché très bien parce que ça a été distribué dans les FNAC. Il y avait Hachette qui commençait à mettre en place des boutiques de distribution. Donc à la même époque, un certain nombre d'éditeurs se lançaient. Comment il s'appelle Loriciel, pas sur Apple, mais il y avait Loriciel, il y avait Bruno Bonnel, Infogramme. Je crois que c'est lui qui a marché de mieux, très efficace. Et on a, comme ça s'est pas bien passé avec les gens de Ciel Bleu, ils sont partis ils sont partis avec la caisse pour aller créer un garage BMW et tout en laissant tomber. Donc je me suis dit, je vais monter ma propre société parce que j'avais commencé à écrire d'autres jeux. Et je travaillais aussi pour Elisabeth Gilles, qui était la directrice de la collection Présence du futur chez De Noël. À cette époque-là, comme moi je viens du monde de la littérature, j'étais lecteur chez elle, je lisais des livres avant que c'était du genre, il fallait lire 5 livres de science-fiction par semaine pour savoir si c'était valable à publier. J'ai fait ça pendant quelques années. Elisabeth était une femme extraordinaire et son fils Fabrice Gilles, elle lui a présenté tous les grands écrivains d'époque, Ionesco, Jean-Paul Sartre. Lui, il n'en avait strictement rien à secouer. La littérature, ça ne l'intéressait pas du tout. Et un jour, elle lui dit, ah bah tiens, j'ai un copain qui bosse pour moi. Il a créé un jeu sur Apple II parce qu'il avait acheté un Apple II. Et alors là, du coup, il faut me le faire signer tout de suite. C'était trop rigolo. Elle s'arrachait les cheveux quand elle avait dit ça. Donc j'ai rencontré Fabrice qui devait avoir 14 ou 15 ans, on lui a donné le jeu, et 3 jours après, il me l'a renvoyé en disant je l'ai craqué. Parce que Ciel Bleu avait fait appel, nous, le jeu qu'il avait écrit n'était pas craqué, mais Ciel Bleu avait fait appel à un ingénieur qui avait mis une petite protection que lui avait fait sauter tout de suite. Donc je lui ai dit bon, on va bosser ensemble, ça va être sympa. Et donc effectivement, on s'est mis on a monté la société tous les deux. Alors on a écrit un certain nombre de jeux. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti un premier jeu qui s'appelait Paranoïaque.
Et à ce moment-là, Apple, qui voulait encourager la production de jeux, avait décidé de remettre des prix pour les logiciels. Tu dois te rappeler ça de Pierre, ça s'appelait la pomme d'or. Non, la pomme d'or, c'est bien, pardon, je vais remettre ça dans l'ordre. En fait, quand Apple a vu qu'on avait sorti un jeu, j'ai reçu un coup de téléphone un jour d'un monsieur Daniel Berriot, pour ceux qui ont connu Apple, qui me dit venez donc nous voir chez Apple, on a des choses intéressantes à vous faire voir ou à faire. Et on s'enferme dans son bureau. On avait l'impression que c'était très mystérieux. Il nous sort un papier en disant qu'il faut signer une déclaration de confidentialité avant que je vous parle de quoi que ce soit. On avait l'impression d'être dans un roman d'espionnage. Et Apple a toujours été très discret et tout était très verrouillé. Et donc, une fois qu'on eut signé, Daniel Berriot nous dit voilà, au mois d'octobre, SICOB va sortir un nouvel ordinateur, l'Apple IIc. Voilà. Et cet Apple IIc va être équipé d'une petite souris. Donc, on voudrait présenter de façon rigolote, la souris qui accompagne cet Apple IIc. Est-ce que vous pouvez nous écrire un programme là-dessus? Alors je lui dis ok, pas de problème, on va vous faire un petit programme de démonstration qui va s'appeler d'ailleurs la souris rigolote pour ceux qui ont connu ça, qui l'ont vu circuler, c'est assez rigolo. Et il nous dit comment voulez-vous être payé? Est-ce que vous voulez être payé en argent? Et évidemment ça nous intéressait, on démarrait dans le métier. Ou sinon, dit-il, je peux vous payer. Alors il se lève, il sort sa clé, il ouvre un cadenas, il y a tout le placard qui est à côté, il ouvre l'armoire. Et là, 40 Apple IIc empilés les uns sur les autres, des prototypes. Et il nous dit, si vous voulez, si vous préférez, je vous donne un Apple II et il sera pour vous. C'est un Apple IIc et vous repartez avec. Évidemment, on en bavait dans le chapeau, on était tellement étonnés par ça. Mais enfin, j'ai quand même eu la présence d'esprit de lui dire, bon, on est deux. Hein. Donc on est reparti avec 2 Apple IIc. Et dans la voiture avec Fabrice, on hurlait comme des fous. Et alors on a écrit ce petit programme, voilà, la souris golotte, et qui a été présenté avec l'Apple IIc au SICOB. Alors évidemment, il n'était pas du tout protégé. Et ton Apple IIc, que tu nous as donné à Silicium, est exposé là-haut. Alors ce fameux prototype, il est toujours à l'étage, voilà, parce que j'en ai fait cadeau à l'association. Donc ce programme n'était pas protégé, mais quand même un mois après, j'ai reçu une copie craquée par le Clean Crack Band. Alors qu'il n'y avait pas de protection, il fallait le faire. C'était assez amusant. Voilà. Du coup, alors, emballé par l'idée, parce que Apple nous avait dit, en plus, si vous faites des jeux, on va vous en acheter des paquets pour les distribuer avec nos machines. Donc on dit, on crée cette société en 1984, Froggy Software. J'avais déjà des jeux qui étaient en préparation, et Apple ne nous les a jamais achetés, finalement. Bon, on s'est débrouillé tous les comme d'habitude, c'est pas grave. On a créé donc les premiers jeux d'aventure qui étaient paranoïaques. Et la façon d'arriver dans les jeux, pour nous, c'était... Bon, moi, j'ai jamais été très shoot 'em up ou des choses comme ça. Comme je viens de la littérature et que j'avais lu plein de bouquins d'aventure quand j'étais jeune, j'avais plus envie de dire, est-ce qu'on pourrait, nous, les gens qui viennent de la littérature, s'emparer de cet outil pour que ce ne soit pas uniquement des techniciens qui fassent des choses avec, que ça sorte un peu de l'esprit scientifique, qu'on arrive à faire rentrer des côtés un petit peu littéraires, un petit peu fou quoi, dans l'idée de l'ordinateur, que l'ordinateur ça pouvait servir aussi à faire des choses, pas forcément que du calcul ou des choses très scientifiques, voire même les jeux que tu faisais, Pierre, c'était quand même des jeux très... Tu as toujours eu l'esprit mathématique, les livres que tu fais c'était très mathématique. Moi je voulais faire rentrer un peu tout ce que j'avais vécu avant. Donc Paranoïaque, ça racontait l'histoire d'un gars qui était affublé de tout un tas de problèmes psychologiques, de tout un tas de pathologies. Et il fallait se promener dans le jeu, discuter avec l'ordinateur pour trouver des solutions pour arriver à guérir le pauvre mec, sinon il allait crever et se tirer une balle dans la tête ou se pendre dans son grenier. C'était ça l'idée. Avec les très belles couvertures, là je reviens en arrière, avec les très belles couvertures de Jean Solé, que certains d'entre vous connaissent, moi j'arrive pas à revenir, c'est pas grave. Et le deuxième jeu qu'on a fait, c'était Épidémie, donc toujours dans le même état d'esprit. Un jeu d'aventure où il fallait se balader avec une jolie couverture de Jean-Michel Ucciani. Et donc Paranoïaque a eu... Alors, si Apple ne nous a pas acheté les quantités promises où on voyait déjà la fortune s'étaler à nos pieds, mais ils ont quand même été sympas parce qu'ils nous ont offert la pomme d'or, ils nous ont offert un Macintosh, ce qui était chouette,
et une belle pendule de chez Morabito. Donc Fabrice est parti avec la pendule et moi j'ai gardé le Macintosh. Mais bon, le Macintosh, évidemment, j'en reparlerai tout à l'heure, c'était moins pratique pour programmer. Donc on s'est lancé dans la programmation de jeux, et c'est ces jeux dont vous avez eu la gentillesse de reproduire les couvertures. Très rapidement, des jeunes nous ont contactés en nous disant nous aussi on a écrit des jeux, et puis d'auteur on est devenu éditeur, et pendant les 3 ans qu'a duré l'aventure de Foggy Software, on a publié presque une vingtaine de jeux à peu près. Donc vous allez voir les couvertures qui étaient quand même vachement sympathiques, hein. Tempête sur les Bermudes, Séduction, la Java du privé, le mur de Berlin a sauté. Ça reflète quand même ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est le mur de Berlin a sauté. On était quand même encore dans la guerre froide. Pour la Java du privé, c'est le côté un peu polar, c'était très sympathique. On a fait un seul jeu de comment on appelle ça, le shoot 'em up, oui. C'est Richard Severka qui l'a publié, et ça s'appelait Plingas, donc c'est une moto qui se baladait. Moi j'ai jamais été très joueur ou très doué pour les jeux, mais enfin ça avait eu option. Est-ce qu'on avait sorti, je crois qu'on en a sorti quelques-uns. C'était le dernier jeu de Foggy Software. Plingas est sorti. Oui. Alors les jeux les plus marrants, le crime du parking, même les pommes de terre ont des yeux, qui était une satire parce qu'à cette époque-là c'était quand même Pinochet qui était au pouvoir en Chili. La dictature de Pinochet qui était quand même vraiment sévère, et donc comme on avait ces idées un peu révolutionnaires, avec la couverture qu'elle avait faite dans ce dé était vraiment extraordinaire. Voilà, donc on s'amusait beaucoup à faire toutes ces choses-là. Ça a été vraiment un état d'esprit qu'on retrouve malheureusement plus tellement, enfin j'ai pas l'impression qu'on retrouve ça dans le truc d'aujourd'hui. 2 mots sur mon arrière-grand-mère qui s'appelle Maria Véron, qui s'appelait Maria Véron, qui est morte en 1938. Elle a été la leader du mouvement féministe sous la Troisième République. Elle était présidente de la Ligue française pour le droit des femmes. Elle s'est toujours beaucoup battue pour le droit des femmes, et dans la famille on a toujours parlé de ça. Donc j'ai toujours été sensibilisé aux histoires, aux problèmes le problème du féminisme, c'est pas un problème, mais au fait que le féminisme était une chose importante. Et donc quand on avait fait Foggy Software, j'avais demandé à des femmes de participer. Donc Clotilde Marion avait participé au scénario de Même les pommes de terre ont des yeux. Et puis j'ai rencontré Chine Lanzmann, qui était aussi une grande adepte de l'Apple à l'époque, et qui venait de sortir son premier roman, L'âme câline. Je suis allé voir Chine en lui disant ça t'intéressera pas de faire alors pour le coup c'était sans graphique, mais de faire un roman interactif. Donc elle a écrit ce roman, La femme qui supportait pas les ordinateurs, où c'était toute une histoire où on discutait avec l'ordinateur, et elle avait prévu d'y dire ce fin possible, donc c'était quand même assez original de voir le roman comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est que la révolution qui a été la plus importante quand on a fait nos premiers jeux, c'était de pouvoir créer un dialogue entre l'homme et la machine, et de dire qu'on avait l'impression de mettre quelqu'un à l'intérieur de l'ordinateur. Quand vous jouez, pourquoi c'est rigolo de jouer au crime du parking ou on voit bien foot, parce que vous êtes devant l'ordinateur, vous tapez avec vos petites mains quelque chose, vous parlez à l'ordinateur et il vous répond non, pas ça, c'est pas bon, etc., etc. Donc nous, dans nos jeux, on avait aussi prévu que les gens allaient s'énerver au bout d'un moment parce qu'ils n'allaient pas trouver les trucs, donc on avait prévu que s'ils disaient tu m'emmerdes, etc. Donc on avait toute une liste d'insultes qu'on avait trouvées dans la page dans la mémoire, où on répondait chaque fois qu'il y avait des insultes qui étaient proférées. Mais cette chose-là, qui était quand même très nouvelle, ça n'avait pas été fait avant, c'était ça crée une relation entre le joueur et la machine, de la même façon qu'il y a une relation quand vous lisez un livre, vous avez une relation avec l'auteur. Sauf que là, on a l'impression que l'auteur il est vivant et qu'il est derrière l'écran. Et pour moi, je trouvais ça vraiment fantastique, c'était ça qui me fascinait le plus, des choses qui me fascinaient le plus. Pardon. Voilà, Clotilde Marion et Tristan Cazenave. Alors Clotilde Marion, elle habite pas très loin d'ici, et puis avec un gars qui produit du vin, je crois que c'est dans le Lot. Donc elle a complètement abandonné la chose. La programmation de jeu, pour nous, c'était relativement simple. Le crime de parking, c'était quoi l'idée de programmer des jeux? C'était de faire t'expliquer un peu comment ça marchait tout à l'heure, Pierre. Nous, c'était de faire des lieux vers lesquels on pouvait se déplacer. Alors, il y avait un plan, on pouvait aller à droite, à gauche, etc. Et puis, dans chaque lieu, mettre un certain nombre de situations possibles et d'indices à trouver. Puis, une fois que les gens avaient collecté les indices, ils arrivaient au bout de l'histoire. Mais des fois, c'était quand même pas si facile que ça à trouver pour ceux qui vont jouer avec. On peut se rendre compte que
c'était un peu costaud. Les graphismes, c'est moi qui les faisais en fait à l'époque. J'avais pas les moyens de payer une équipe de dessinateurs, donc voilà, je dessinais. C'est marrant que tu aies mis Renaud, parce que Roland, c'était un bon copain. Et on s'est fréquenté beaucoup. Je pense que ce type-là, il a vraiment révolutionné le monde. Il était hyper sympathique. C'était un inventeur fou. Tu te rappelles, quand on est dans son appartement, il y avait des trucs dans tous les sens. Vers Strasbourg. Ouais. Donc, lorsqu'on a arrêté Froggy Software, j'ai intégré. J'ai travaillé avec Cabacom, mais entre-temps, j'avais fait pas mal de choses dans la presse informatique. Et Jean-Louis Gasset, moi, j'ai jamais eu de bon rapport avec Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, ça a été un type super dynamique, mais il était imbuvable, quoi. Il était il avait un caractère. Il était difficile, le caractère de ce garçon. Oui. Voilà. Bon, après, il est parti, maintenant il vit aux États-Unis, il a fait une société qui s'appelle BI, enfin, il avait fait la société qui s'appelle BI qui n'a pas marché. C'était allé à sa conférence aux États-Unis quand il avait présenté tous ses ordinateurs BI et puis tous les petits gadgets qu'elle avait avec. Alors je lui ai dit, vous avez sorti des Big Goodies? Bon, ça n'avait pas trop fait pareil, mais j'ai toujours aimé m'amuser avec les mots, c'est comme ça. Comme Apple a décidé de retirer l'Apple II du marché, ça a été une triste nouvelle pour nous. On avait donc ce Macintosh, et alors on a essayé de faire de la programmation, on a fait 2 jeux sur le Macintosh, Canal Meurtre et La Crapule, qui n'étaient pas si mauvais que ça. Je les avais programmés en Turbo Pascal à l'époque. Je crois qu'il y avait Philippe Kahn qui proposait du Pascal. On s'était fait avec ce langage-là. Il faut dire que le premier jeu a été fort basique, mais tous les autres jeux ont été faits en assembleur. Il y avait Pascal dans l'Apple II déjà, et puis dans le GS. Ouais. Mais l'assembleur, il n'y avait pas d'école pour apprendre la programmation, donc on avait juste les manuels, il suffisait de s'y mettre et puis de comprendre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je serais incapable de refaire cet effort intellectuel. C'était quand même un gros effort intellectuel de prendre un truc en assembleur, d'essayer de comprendre à quoi correspondait tout ça. Il y avait une analyse de syntaxe dans les jeux, donc le principe c'était de mettre un petit dictionnaire et de dire que dans telle situation on associait tel mot et tel mot. Si le type dans sa phrase il tapait tel mot qui était reconnu dans le dictionnaire, hop, ça envoyait telle réponse. Donc il y avait quand même un processus intellectuel qui était assez intéressant à mettre en place et pas très compliqué. Je me suis amusé à essayer de le refaire en PHP MySQL sur un site internet et ça marche assez bien. Donc je me dis que ce principe pourrait être repris assez facilement pour faire de l'analyse de texte. Malheureusement, le Macintosh n'était pas du tout un ordinateur pour jouer, parce que si mes souvenirs sont bons, ça devait valoir dans les 25 000 francs à peu près. Et donc, se payer un ordinateur à 25 000 francs pour le gamin de 15-16 ans pour jouer, c'était pas dans l'air du temps. Et Apple a présenté le Macintosh uniquement pour les gens qui étaient dans la PAO, puisque les premiers logiciels qui étaient donnés d'ailleurs avec le Mac, c'était Apple Writer, ou ça s'appelait Apple Writer Mac Writer, bien sûr. Donc il a fait sa carrière dans la PAO. On a fait quelques utilitaires pour l'Apple II. Non, ça c'est un jeu, mais Mousefiler, Mousedit, que certains ont connu, ont été écrits par un gars qui était très trapu en programmation, Eric Lapuyade, dont j'ai retrouvé la trace aussi il n'y a pas tellement longtemps. Et voilà, donc ça permettait de faire des fenêtres, de faire un peu un simili Windows sur l'Apple II avec ses utilitaires. Ensuite, je suis parti dans la presse informatique, donc je vais aller un peu plus vite. J'ai travaillé longtemps à l'ordinateur individuel. J'ai créé Univers Mac, Brieux, tu t'en rappelles, avec les frères Giudicelli, un certain nombre de journaux. Et puis les années 90, voilà, c'était ça. Hein. Toutes les machines de jeu qui sont arrivées, les Commodore, l'Amiga qui ont commencé à concurrencer l'Apple. On a créé ensuite, on était un peu fou, donc on s'est lancé dans l'idée qu'on pouvait faire un hebdomadaire un peu comme Hebdogiciel, parce que j'avais travaillé pour Hebdogiciel pour ceux qui l'ont connu. Hebdogiciel, ce Charlie Hebdo de l'informatique des années 80. J'en ai mis un exemplaire là. T'en as mis un exemplaire. J'avais créé une rubrique dans Hebdogiciel que j'aimais bien qui s'appelait la rubrique des 2 ligneurs. Et l'idée c'était de dire aux gars, en 2 lignes, on nous envoyait des programmes et faites le meilleur programme en 2 lignes. Et alors des lignes de programmation, quel que soit le langage que vous voulez utiliser, donc il y avait tous les langages. Et des types arrivaient à faire des trucs mais absolument fantastiques. Il y en a qui arrivaient à faire un shoot 'em up complet avec 2 lignes de programmation.
Et la programmation, c'est aussi une chose que j'ai constatée à l'époque, c'est que la programmation n'est pas quelque chose de rigoureux. La programmation, c'est stylistique. Parce que vous donnez un sujet à un programmeur en lui disant, tiens, fais-moi ci, fais-moi une analyse de syntaxe, par exemple. Il y a un gars, il va la faire en 10 lignes, et l'autre, il va la faire en 27 000 lignes. Hein. Donc on voit qu'il y a des styles de programmation, il y a des esprits qui sont tournés différemment. Peut-être que l'autre sera meilleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'informatique, c'est pas quelque chose de cloisonné, c'est pas une science complètement exacte, quoi. Il y a une partie d'humanisme dans la programmation, et ça, je trouve vachement intéressant. Voilà. Donc on a créé cet hebdomadaire qui était consacré une semaine au monde Apple et une semaine au PC. Ça a duré 1 an. On a bouffé la grenouille de Froggy et ça a été une période très difficile pour nous parce que le journal n'a pas marché du tout. Ensuite, les années 90, c'était les jeux. Et tout récemment, grâce à l'intervention de notre ami, que voici, que voilà, Antoine, vous connaissez tous Antoine? Oui. Voilà. Ben Antoine, un jour, m'a envoyé un mail en me disant j'étais un de vos joueurs de l'époque, depuis on est devenu potes, et il m'a dit j'ai retrouvé un gars qui avait fait un jeu à l'époque que vous n'aviez jamais publié, et on s'est embarqué dans l'opération Zephyr, c'est lui qui nous a poussé, c'est toi qui a géré tout ça en fait. J'ai simplement fait appel à Jean-Michel Luciani pour refaire la couverture comme elle était à l'époque. Et donc, c'est l'année dernière ou c'est il y a 2 ans? Il y a 2 ans, Voilà, il y a 2 ans, donc on a fait un revival en publiant le dernier jeu de Froggy Software qui a jamais été publié, grâce à la collaboration de Richard Soberka et d'Antoine, et je les remercie beaucoup, c'était vraiment sympa d'avoir fait ça. Voilà, les jeux d'expression, c'est une nouvelle génération de créateurs qui sauront marier la littérature, pas seulement pour les jeux, le multimédia, utilisant tous les nouveaux supports et le net. Je suis sûr que ici dans l'assemblée d'aujourd'hui, il y a des gens qui doivent se dire mais c'est encore possible, parce qu'on est parti avec, à l'époque c'était pas des parti avec Eurofront, simplement notre envie de dire tiens, on a des choses à raconter, il y a des trucs marrants à faire, cet objet c'est fantastique. Donc aujourd'hui je trouve ça vachement sympa que vous ayez ce côté revival, que vous vous occupiez du passé tel qu'il est, mais il faut aussi regarder ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui, les productions de jeux, elles ne sont laissées qu'à des multinationales énormes, alors que dans la littérature, il y a des petits éditeurs. Je sais qu'il y a quelques petits éditeurs aussi dans la programmation de jeux, mais pas tellement. Et peut-être qu'il faudrait essayer de retrouver cet état d'esprit, de s'approprier les choses et de dire que faire de la programmation ou créer un jeu, c'est pas forcément une équipe de 25 personnes et 10 millions d'euros de budget, quoi. À mon avis, il y a encore des choses à faire. C'est prouvé d'ailleurs quand on voit tous les petits jeux de smartphone, parce que dans les petits jeux de smartphone, peut-être que c'est par là que ça vient aussi, on voit qu'il y a des gars qui sont seuls dans leur coin, qui programment un petit truc et qui fait rêver. On retrouve un petit peu cette idée-là. Voilà. Froggy Software, c'était de la préhistoire. La Renaissance est à venir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Froggy Software t'a rapporté de l'argent ou est-ce que tu as vraiment tout bouffé avec les aventures suivantes? Alors, Froggy Software, quand on a arrêté Froggy Software, c'était bénéficiaire. Mais on a arrêté puisque le Mac est arrivé, donc j'ai fermé Froggy Software, ça a servi l'argent qui restait à payer la maison de campagne du Gers. Ah ben voilà. Donc ça n'a pas été une opération négative du tout. On n'avait pas fait les fortunes comme on avait pu le rêver à un certain moment. Bon, je pense qu'on peut gagner de l'argent. Enfin bon, tout de même, c'était pas tellement l'argent qui nous a avancé, c'était vraiment la passion de faire des choses rigolotes. Et assez curieusement, moi j'adorais écrire des jeux comme j'adore écrire des romans aujourd'hui, mais je n'aimais pas du tout jouer, j'ai jamais été très joueur. Donc, en même temps, ça faisait que j'étais pas non plus influencé par ce qui se faisait, donc je pense qu'on a fait notre petit truc, un peu notre petite maison d'édition originale dans son coin, sans jamais se rencontrer beaucoup avec les autres. Hein. Parce qu'on se disait avec Pierre tout à l'heure, les rares fois où on s'est vu, c'est quand on allait à l'Apple Expo à San Francisco ou à Boston, on se croisait là-bas, puis après on rentrait en France, on se faisait les couches, chacun partait dans son coin. On aurait dû travailler ensemble en fait. Bah oui, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bah, moi j'ai créé une maison d'édition il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois que c'était 2 jours. Mais... Moi aussi, la maison d'édition, elle est relativement récente. L'important, c'est d'être toujours dans l'action. Voilà. La créativité, c'est vachement important. Ça, c'est sûr que ça joue énormément.
Voilà, d'autres questions sur la programmation. Toi, je crois que tu as l'air d'être super spécialiste de la programmation, parce que je ne me rappelle plus du tout de l'organisation des pixels dans la page mémoire qui représentait la page écran. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. Je me rappelais qu'on mettait des rôles, des ROR, et qu'en décalant les pixels d'un truc, ça changeait de couleur, etc. Mais t'as pas forcément besoin de savoir ça dépend ce que tu en fais. Il y avait des trucs de dessin, mais... Oui. Il y a plusieurs méthodes, les gens utilisent plusieurs méthodes pour les jeux d'aventure. À un moment, on avait des jeux d'aventure monstrueux, et ils n'avaient pas de quoi stocker tous les graphismes sur... Alors ils faisaient des trucs qui faisaient des contours de dessin, du remplissage, comme certains logiciels de dessin qu'on a. Ils faisaient ça avec des tout petits fichiers, 3x1, et ils dessinaient une image complète avec... Oui, alors l'image était stockée non pas par le résultat, mais sous forme de gestes à faire pour faire l'image. Ouais. Donc si tu veux, dans le jeu, il y avait le logiciel de dessin, et puis il y avait des répertoires de gestes à faire pour faire des dessins. Hein? Je ne sais plus comment s'appelait ce logiciel, mais il y en avait plusieurs. Mais enfin, je suis très branché du BD. Ce qui m'a intrigué au début sur les deux disques du groupe, c'est que j'avais cru reconnaître un peu du Super Dupont dans la première pochette. Et oui, parce que c'est Jean Solé qui faisait ouais, parce qu'après, j'ai tilté, après j'ai vu toutes les jaquettes de pratiquement les jeux, c'est Jean Solé qui les... Je n'ai pas raconté toute ma vie, hein, parce que sinon, demain on y sera encore. Mais j'avais fait des trucs dans la BD, j'avais fait un petit journal qui s'appelait L'Arfri, qui avait été présenté à Angoulême. Et dans L'Arfri, à l'époque, 80-82, c'était une espèce de petit fanzine qui était le format d'une page pliée en 4. Mais tous les dessinateurs de l'époque ont dessiné Edica, Caraghi, Willem, Tinius, qui a disparu, qui nous faisait des dessins avec Cheney, etc. Frémion, évidemment, et puis des gens qui écrivaient des textes. Et donc j'étais très introduit dans le milieu de la bande dessinée, j'allais souvent à Angoulême, et c'est pour ça que, comme connaissant bien Jean Solé, donc Jean Solé qui est d'origine espagnole, né à Vic-Fezensac, pas loin d'ici, parce que ses parents avaient fui la guerre d'Espagne, lui il est attaché à cette région aussi. Donc Jean Solé qui est quand même un dessinateur absolument extraordinaire, quoi. Il nous a fait toutes les couvertures, c'était un gros plus pour nous pour aider à vendre les jeux. Le nombre d'exemplaires? Une question, Antoine. Pardon, la première là de François. Nombre d'exemplaires équivalent pour chaque logiciel ou... Alors, j'ai fait des recherches et c'était de l'ordre de 1500 à 2000 exemplaires qui étaient vendus par jeu. Alors c'est pas énorme, mais il n'y avait peut-être pas tellement de machines non plus qui étaient en circulation. Peut-être Brieux pourra nous le dire. Il n'y a pas eu de portage sur des machines que c'était que... Non, c'était que sur l'Apple II. Ça aurait été peut-être pas très compliqué, non? Quand c'est des jeux d'aventure. Oui, mais bon, Fabrice et moi, on était plus créateurs de scénarios que techniciens, vraiment. On s'est plongé dans la programmation parce qu'il fallait le faire, mais on ne s'est pas entouré de gens comme ça. Puis en plus, on était Apple maniaque à cette époque, parce que Apple nous paraissait vraiment une société... C'était la révolution quoi, par rapport à IBM qui est sorti quelques années après. Moi, personnellement, j'ai pas pu me payer d'Apple II. J'étais assez riche. Tu as démarré sur quoi? J'ai démarré sur les ordi des copains. Sur les ordi des copains. Ah, oui. Alors, j'ai eu la chance de croiser des gens qui avaient, eux, assez d'argent pour se payer des Apple II. Donc, j'en ai touché un peu, puis après, les MX80, c'était des trucs comme ça. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de choses sur l'Apple II, mais j'avais pas encore d'argent pour m'en payer. Donc, avant de m'acheter des jeux, je voyais les gens enfin, les jeunes qui avaient vraiment pas de sous, achetaient d'autres machines beaucoup moins chères pour jouer. Ah oui. L'Apple II, c'est un peu luxe. Ah bah oui, c'est sûr que par rapport au MO5 et au TO7, ça boxait pas dans la même catégorie. Par rapport à ce que tu disais, dans mon souvenir, même si tu ne vendais que 2000, 1500 ou 2000 exemplaires, il y avait quand même beaucoup de piratage. Il y avait énormément de piratage. L'Apple II était très connu pour, je ne sais plus qui montait tout à l'heure, Big Bros, mais il y avait les fameux clean crack band dont je parlais. Le clean crack band, etc. Et ça permettait de... Après, nous, on avait pris une politique aussi à Froggy Software. On avait dit on ne protège pas nos jeux, mais on les vend pas cher. Oui, donc, on a essayé de les dupliquer pas trop. Voilà, bon. Après, c'était un choix. Moi, j'ai jamais été du côté de la répression. Je préférais dire aux gens de l'éducation. Bon,
De toute manière, on savait que ça allait être copié, c'est comme ça, on l'acceptait et puis ça circulait. C'était pas ma préoccupation première. D'où est venu le nom Froggy Software? Froggy Software. Mais je vois Froggy parce que les grenouilles et les Français, donc voilà, donc c'était les Français qui allaient faire de la programmation, donc les Français et les grenouilles, mangeurs de grenouilles, Froggy et Froggy Software. L'autodérision, quoi. De l'autodérision, quoi. Oui, déjà, c'est fait pour rigoler, ouais. Est-ce que vous avez été... Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez été diffusé aux États-Unis grâce à ce nom très Alors, facile? on a eu un seul jeu qui a été vendu aux États-Unis, mais c'était le jeu sur le Mac. Voilà, par l'intermédiaire d'un gars qui était venu nous voir, qui nous a signé un contrat, qui a pu en vendre 50 exemplaires, et ensuite il est devenu postier. Fitzsimmons. Oui, Jim Fitzsimmons. Oui. Super sympa, garçon. Je suis toujours en relation avec lui, je joue au Ouais, moi aussi, je l'ai retrouvé sur Facebook il n'y a pas très longtemps. D'autres questions? Pour la distribution, comment était organisée? Alors la distribution, il y avait quelques distributeurs à l'époque, et nous on passait par Softcell, je crois. Il y avait aussi... comment il s'appelait? Enfin, il y avait des distributeurs et il y avait des chaînes de magasins. Donc les chaînes de magasins, c'était la FNAC. À la FNAC, on a réussi à ne pas travailler en direct avec eux, c'était beaucoup plus intéressant pour nous. Et puis il y avait Hachette, il y avait un certain nombre de magasins en France. Il y avait Le Printemps qui diffusait un petit peu, les grands magasins en diffusaient un petit peu. Voilà, ça se faisait comme ça. Et essentiellement, c'était la FNAC qui vendait pour nous le plus de jeux. Hein. Parce que chaque FNAC nous en commandait des paquets et des paquets régulièrement. Donc on était là à dupliquer avec nos trucs, là, les machins à disquettes, là, avec les drives, et puis avec nos pinces, pour pas que, parce qu'à l'époque, pour pas que le truc pour pas que ça s'allume, il fallait, pour qu'on réécrive dessus, il fallait faire un trou dans la disquette, comme vous le savez tous évidemment. Donc les duplications se faisaient toutes avec des pinces à tiercer, chez les éditeurs d'époque. Donc, ouais. Une question? Oui. Et dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse? Alors, oui, la FNAC on a fait circuler. D'accord. La FNAC on a fait circuler. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'encore aujourd'hui, mais le phénomène, je vais dire, est relativement récent, il remonte à 5-6 ans. Depuis 5-6 ans, tous les ans, je reçois des mails de gens qui disaient « Ah, ça avait commencé, bon, tu n'étais pas le premier, Antoine, mais des gens qui disaient « Ah, vos jeux, qu'est-ce qu'on s'est marré avec, c'était génial, qu'est-ce qu'on a transpiré dessus. Vous n'auriez pas la solution de machin et de ceci et de cela. » Et grâce au travail d'Antoine et du serveur qu'il a mis en place, il y a maintenant toutes les solutions qui sont de tout en ligne. Donc si vous jouez encore, soit sur des émulateurs, soit avec votre vrai Apple II, si vous avez la chance d'en avoir un, ce qui n'est pas donné à tout le monde, vous pourrez quand même arriver au bout du jeu et voir comment on avait l'esprit tordu à l'époque, pour vous amuser. Voilà. Bon, merci d'avoir écouté et puis on va peut-être boire un coup, ça sera sympa.